Welcome to Boma. In the African Great Lakes, elders and community would gather in the Boma for meaningful conversation and to take positive action. In our Boma, executives and professionals come together to understand what we need to know and who we need to be to adapt and thrive as smart, ethical leaders. At Boma, our principles are: embrace complexity, be robust and credible, reject dogma, be inclusive, think big picture, embrace global and local, work towards transformational outcomes. From New Zealand to Portugal, Germany to Canada, from China to France, Poland to India, you are part of a global network devoted to being intentional and intelligent about the future. So let go of distractions and step into the Boma with us. We're about to begin. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve en direct ce soir depuis le Club Boma pour cette rentrée. Ce soir, le club ouvre exceptionnellement sa conférence au public. Nous sommes en direct sur nos chaînes Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, pour échanger avec nos membres et nos invités du soir sur un sujet que nous vivons tous au quotidien ces derniers mois, la transformation radicale de nos modes de travail, le remote, le télétravail, le digital nomadisme. Il y a 200 ans. 200 ans, c'est la machine à vapeur qui nous a amenés à concentrer géographiquement les travailleurs dans des lieux où ils devaient être rassemblés pour travailler ensemble, les usines, là où étaient les machines. Et puis avec l'industrialisation massive à partir du 19e siècle, il fallait du personnel pour administrer, planifier, diriger. Et cela a accéléré la concentration et créé les fameux mouvements pendulaires quotidiens en voiture ou en transport en commun. On aurait pu imaginer que l'arrivée du digital, il y a quand même une vingtaine d'années, ait pu bouleverser ce modèle. Et pourtant, ça fait, plus de 20 ans qu'on a des outils de travail à distance et que la bascule ne s'est pas faite. Et pourtant, en 3 mois seulement, tout a changé. Pour vous donner un chiffre, avant la pandémie, seuls 3% des Américains travaillaient régulièrement à domicile. Et puis, depuis la crise, plus de 50% d'entre eux ont expérimenté ce mode de travail parce qu'ils étaient forcés à le faire. Alors, la pandémie a montré combien nos bureaux étaient obsolètes, étaient des objets du XXe siècle, peut-être même du XIXe siècle. Partout dans le monde, les salariés, les dirigeants d'entreprise, les propriétaires de bureaux, même les gouvernements s'interrogent sur l'avenir du travail, des modes de travail, avec des conséquences sociales, environnementales, économiques, politiques. Et pour le moment, c'est encore très incertain. Les réponses divergent. Par exemple, depuis la fin du confinement, nous avons vu 80% des salariés français qui sont de retour à leur bureau. Moins de 40% des employés britanniques le sont. Aux États-Unis, le patron de Twitter a instauré le télétravail à vie. Pinterest a lâché le bail de ses bureaux en réglant une facture de plus de 90 millions de dollars et ils ont basculé massivement au télétravail. Et puis à l'inverse, le patron de Netflix crie partout que le télétravail est une erreur. Il crie partout qu'ils garderont leur bureau. Facebook vient de signer un nouveau bail pour un grand bureau à Manhattan. Et puis Bloomberg fait même une prime de $75 par jour à ses employés pour qu'ils retournent travailler dans leur bureau à Londres. Alors c'est le sujet de ce soir, de cette soirée, avec les membres du club et trois de nos invités, 3 experts. Pour les membres du club ce soir, sachez que vous êtes dans un espace qui vous est dédié sur notre nouvelle plateforme événementielle. Vous avez la possibilité de prendre la parole, poser une question en montant sur la scène virtuelle. La procédure pour nous rejoindre sur scène est très simple. Elle est décrite
en haut à droite dans la zone de chat. Et puis sinon, comme je vous le disais au début, pour la première fois, c'est exceptionnel. Nous ouvrons le club pour cette rentrée, en tout cas une partie de cette soirée du club, accessible pour le grand public. Alors, je vous propose de démarrer la conversation. Démarrer la conversation avec notre première invitée, Patricia Wendling. Patricia qui est connectée. Je vais regarder si Patricia est là. Merci d'être là avec nous ce soir. Aucun problème. Alors, on parlait du confinement et on parlait du télétravail. On vient de le voir. Le confinement a été un accélérateur. On l'a vu aux États-Unis pour le télétravail. En France aussi. Alors, même si beaucoup d'entre nous sommes retournés dans des bureaux physiques. Quel est le bilan que tu dresses de cette période, toi qui as écrit ce livre sur le télétravail, sur l'organisation du travail en France après cette période très particulière dans le domaine social, économique et dans le domaine du travail. Quel est le bilan que tu en tires? Je ne dirais ni qu'un bilan positif, ni qu'il est négatif. Mais je dirais qu'on aura clairement un avant et un après. Un avant et un après, parce que les freins qui étaient jusque-là, qui existaient pour l'entreprise, qui étaient avancés, les arguments qui étaient avancés, on s'est rendu compte qu'avec le confinement et ce télétravail généralisé, subi en mode dégradé secte, ça a été un test grandeur nature. Et bien les arguments qui étaient avancés hier pour ne pas le mettre en œuvre au sein de nos organisations, eh bien ces arguments-là ne tiendront plus demain. Et donc, pour moi, il y aura clairement un avant et un après. Et la grande question est, qu'est-ce que nous allons faire de cet après? Comment est-ce que nous allons le mettre en œuvre? Qu'est-ce que nous allons construire? Quelle organisation du travail voulons-nous mettre en œuvre dans nos entreprises? On a découvert non pas le mode de télétravail, mais un mode de travail. Un mode de travail avec d'autres modes de télétravail. Et la question est, quelle est la place qu'on va lui donner? Et comment est-ce qu'on va le mettre en œuvre? Est-ce que tu peux nous rappeler les avantages et les risques qui ont été identifiés, et particulièrement pendant cette période, parce qu'on a pris conscience à la fois des avantages et des problématiques liées au télétravail. Est-ce que tu peux nous les rappeler? Tout à fait. Il faut regarder ça. L'objectif est une démarche gagnant-gagnant. Donc, on va regarder à la fois les avantages pour l'entreprise, les avantages pour le salarié et les risques pour ces deux-là. Et pour l'entreprise, le premier avantage qui vient à l'esprit et auquel l'entreprise tient, c'est la hausse de sa production et de la productivité. Ça, c'est très clair. On a des entreprises plus innovantes, plus agiles. On trouve également comme avantage une meilleure qualité de vie des salariés et je ne connais aucune entreprise qui est insensible à cet avantage. Une baisse de l'absentéisme de courte durée et du turnover. On pourra demain également embaucher des profils qualifiés mais qui sont distants. Aujourd'hui, moi, DRH, quand je cherche un comptable, un informaticien, en général, ma recherche, je la fais dans les 20-30 km par rapport au siège social. Eh bien, demain, j'ai du mal à recruter dans ma région. Eh bien, je peux m'offrir les services, les compétences d'un profil, mais qui est distant. Ça, c'est un avantage considérable. Activité, mais aussi pouvoir embaucher les meilleurs profils sur le marché. Et un autre avantage aussi, ne nous voilons pas la face, c'est une réduction des charges immobilières. J'ai moins de personnes dans les locaux de l'entreprise, beaucoup de personnes qui télétravaillent, eh bien j'ai besoin de moins de superficie et je peux réduire ma superficie de bureau. Ça, c'est pour l'entreprise. Les avantages pour le salarié, eh bien ils existent. Et le premier avantage auquel on pense, et que tout le monde, toutes les personnes en tout cas, qui pouvaient télétravailler ont testé, eh bien, c'est la réduction des temps de trajet. On n'a plus à prendre sa voiture, son train pour aller, ou son vélo pour aller au travail. Eh bien, on sort de sa chambre, de son salon, on s'installe dans une pièce et ça y est, on y est. Une vraie réduction du temps de trajet, c'est un avantage considérable. Et une plus grande autonomie. On gère beaucoup mieux son temps, on planifie sa journée, on planifie ses tâches davantage. À côté de cette autonomie, il y a une meilleure concentration. Les personnes qui travaillent dans les open space savent très bien de quoi je parle. Eh bien, je veux m'avancer sur un projet, je peux télétravailler et chez moi, j'ai une capacité de concentration qui est beaucoup plus supérieure à celle que je peux avoir dans un open space, par exemple.
et une meilleure qualité de vie et moins de stress également. Ça, c'est ce qui, pour ce qui est des avantages entreprises et salariés. Mais à côté de ces avantages, on a également des risques, et c'est vraiment tout l'enjeu de ce nouveau mode de travail. Les risques, le premier qu'on cite, c'est la dilution du lien d'appartenance à l'entreprise. Ça, c'est clair. Le risque d'isolement, de solitude aussi. Je ne vois pas les collègues, je suis chez moi, je suis en dehors ou dans un tiers-lieu. Donc, il y a ce risque d'isolement ou de solitude. Un autre risque, c'est l'addiction au travail et les difficultés à se déconnecter. J'aime toujours prendre cet exemple. Personne, après le journal de 20 heures, ne prend ses clés pour prendre sa voiture et retourner au travail. Eh bien, en télétravail, on le fait tout simplement parce que son ordinateur, il est posé sur le canapé et on réouvre, on regarde ses mails, etc. Donc, il y a une addiction au travail qui peut se développer. L'hygiène et l'équilibre de vie peut être menacé, en sachant qu'avec le télétravail, l'espace, le temps sont brouillés, la maison devient le bureau est à la maison. Donc, c'est un vrai point de vigilance. Et un dernier point, un dernier risque que je citerai, c'est une augmentation des risques psychosociaux. Voilà pour ce qui est des avantages et des qu'on n'a pas découverts, qui ont été confirmés et même pour certains, en tout cas pour les risques, aggravés du fait du confinement. Alors bon, on a identifié effectivement un certain nombre de risques, mais beaucoup d'avantages aussi, et tu les as cités. Et pourtant, les entreprises, on l'a vu d'ailleurs, 80% des Français sont retournés dans les bureaux physiques. Les entreprises, particulièrement les entreprises françaises, sont encore très réticentes à instaurer le télétravail. Comment est-ce que tu expliques cela? Moi, je rebalayerais la liste des raisons, des freins d'hier. Et parmi ces raisons-là, on invoquait par exemple la digitalisation de nos entreprises. On a vu que c'est un argument qui ne tient plus parce que nos DSI ont juste été formidables pendant ce temps de crise. Des plans de digitalisation qui étaient étalés sur 2 ans ont été faits en quelques semaines, voire quelques jours. Donc ce n'est plus ça le principal frein. Et quand on regarde les différents éléments, il nous reste un frein principal, c'est la confiance, c'est le manque de confiance. C'était l'un des freins principaux à la mise en œuvre du télétravail hier. On voyait il faut savoir qu'on peut télétravailler en France depuis un accord de 2005. Cela fait 15 ans. Et en 15 ans, on est encore en train de parler de ce sujet comme si on le découvrait, alors qu'on avait la possibilité de le faire depuis au moins 15 ans, et que les modalités de mise en œuvre sont extrêmement simples. Une charte, un accord du salarié, et hop, on peut télétravailler. On voit qu'on n'y allait pas. Pourquoi? Manque de confiance. On est dans une culture d'entreprise en France qui fait encore la part belle au présentéisme. On est dans une culture qui pense, c'est ce que les anglo-saxons appellent la culture du command and control. Parce que je te vois, je suppose que tu travailles. Et pourtant, on voit bien que le présentéisme est un réel mal en entreprise et que ce présentéisme peut me mettre virtuel. Donc, ce manque de confiance, pour moi, explique pourquoi les entreprises ont autant de mal à céder. Et il faut revoir toute notre culture managériale. Le micromanagement, il est mort. Il faut qu'on apprenne à manager autrement, par la confiance, en fixant des objectifs notamment. Et pour moi, c'est véritablement ça le nœud du problème. Après, il y a des garde-fous, il y a des formations à avoir, etc. Mais quand on aura franchi ce palier de la France, eh bien, oui, on fera un grand pas. Avoir des questions qui arrivent de la part des membres du club. Guy Philippe avait une question. Si vous avez des questions pour Patricia, si vous voulez partager un commentaire, vous cliquez sur le lien en haut de la fenêtre de chat pour nous rejoindre sur scène. On va tester ça ensemble. Et pour intervenir, je vous passerai la parole pour poser la question. Tiens, il y a Guy Philippe qui veut poser une question. Je vais faire rentrer Guy Philippe. Je ne sais pas si Guy, tu peux redemander à rentrer. Voilà, super. Tu nous vois, Bonjour voilà. Patricia, bonjour Michel, ravi d'expérimenter. Bonjour. Donc oui, ma question qui était un peu en fait une forme de commentaire, mais je prenais votre point que je trouvais extrêmement intéressant de voir que tout est là déjà depuis 2005. On voit les effets positifs qui sont extrêmement forts. Vous avez posé la question de la confiance. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question en France, dans les organisations, dans le monde corporate français, de peur d'expérimenter? On le voit aussi dans d'autres secteurs ou tout simplement dans l'utilisation du logiciel, ou très souvent aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, on utilise beaucoup plus facilement, on achète beaucoup plus de nouveaux logiciels qu'en France où on est plus attentiste.
Est-ce qu'il n'y a pas, à côté de la question de la confiance, donc un problème de peur d'expérimenter, d'aller de l'avant en France? Tout à fait. Moi, je dirais c'est une peur d'expérimenter qui s'explique tout simplement, et je pense que ce ne soit pas le propre de la France, c'est le propre de tout être humain, c'est la peur du changement. Le changement fait peur. Et il n'y a rien de plus permanent que le changement, mais c'est quelque chose qui nous fait peur. Même un changement qu'on a voulu, qu'on a souhaité, le jour où ça arrive, eh bien, on prend peur. Moi, je prends toujours l'exemple d'un couple qui va avoir un enfant. À la seconde où la nouvelle est confirmée que le bébé est bien là, que la femme est enceinte, eh bien, les craintes prennent le dessus. Est-ce que je serai un bon père? Est-ce que je serai une bonne mère? Est-ce que je ferai comme ma mère? Est-ce qu'on a le landau? Est-ce qu'on a la chambre? Et on a peur du changement. Et ça explique en partie, moi je dirais, aussi ces freins-là. On préfère tellement faire comme hier, comme avant-hier, plutôt que d'essayer, d'oser autre chose. Et pourtant, bah oui, le changement nous apporte, le changement nous apprend, le changement nous aide à révéler ce dont on est capable. Je pense que la peur du changement, et ça c'est propre à tout être humain, et qu'on retrouvera dans toute organisation, explique en partie ce frein et cette envie d'avancer, mais à plus. Alors, on a évoqué évidemment la peur du changement qui beaucoup de problèmes, problématiques liées à l'innovation de rupture. Mais tu évoquais tout à l'heure une peur en particulier, une peur ou un manque de confiance. Et c'est particulièrement le cas en France. Quand on regarde les chiffres comparés par exemple aux pays anglo-saxons et en l'occurrence à l'Angleterre. Comment est-ce qu'on résout ce problème de confiance? Et quand on est par exemple une grande entreprise et qu'on veut expérimenter le télétravail, mais qu'on n'a pas confiance parce qu'on ne sait pas par exemple ce que ces salariés vont faire, est-ce qu'ils vont vraiment passer du temps à travailler ou pas? C'est la peur qui souvent est évoquée quand on parle de télétravail. Comment est-ce qu'on dépasse cette peur, ce manque de confiance? Ce manque de confiance, moi je dirais que contrairement à l'expression qui dit que la confiance se gagne, moi je dirais que la confiance s'accorde et a priori. Moi, je pense qu'il faudrait que dans nos entreprises, on comprenne qu'à la seconde où un salarié signe un contrat de travail, eh bien, on doit lui accorder notre confiance de la même façon qu'il nous accorde la sienne en acceptant de rejoindre l'équipe. Et une fois qu'on a dit ça, on fait ça comment concrètement? Eh bien, moi, je dis tout simplement en mettant en place un management par objectif. On fixe des objectifs, ou plutôt on convient d'objectifs avec le salarié. Voilà, des objectifs SMART, vous verrez toute la doctrine dessus, spécifiques, mesurables, ambitieux mais atteignables, réalistes, réalisables, et tout ça dans un timing. Eh bien, je fixe un objectif et je dis aux salariés, voilà, je vous attends là, à tel jour, à telle heure, avec tel rendu. Et entre-temps, entre le moment où on a fixé l'objectif et le résultat qui est attendu, le jour, eh bien, on a des points d'étape. Et ces points d'étape permettent de quoi? De voir où on en est, de voir si le salarié a besoin d'aide, est-ce qu'il a besoin de formation, est-ce qu'il a besoin de plus de temps, est-ce qu'il a besoin de budget, est-ce qu'il a besoin de mon aide, de mon expertise, moi en tant que manager. Et on le laisse faire. Et ces points d'étape permettent de contrôler. Et normalement, le jour du rendu, le jour attendu, eh bien, le salarié est au rendez-vous. Et ce management par objectif permet de dire, accorder une autonomie réelle augmentée aux salariés, de dire, ben voilà, je sais que tu as les capacités, s'il y a besoin, je suis là pour t'aider, et je t'attends là. Et ça permet aux salariés de révéler son potentiel, de s'exprimer et d'être tout simplement au rendez-vous. Ce management par objectif, eh bien, c'est une confiance qu'on a accordée a priori et sur laquelle on sait revenir. Moi, je dis aussi aux entreprises en ce moment, faites des phases de tests, des phases pilotes, et si au bout de 3 mois, 6 mois avec des bilans, vous vous rendez compte que ça ne se passe pas bien, faites des ajustements. Et donc, de la même façon, un salarié qu'on manage par objectif, il n'atteint pas l'objectif, on sait faire le point, on sait faire des feedbacks là-dessus, lui dit, bah voilà, écoute, ça ne va pas, je t'attendais pour hier et aujourd'hui tu n'y es toujours pas, tu ne sais pas m'expliquer pourquoi, donc la confiance que j'accorde, les objectifs que je fixe, eh ben, on va être obligé d'en rediscuter. Moi, je trouve qu'on gagnerait à accorder cette confiance a priori et qu'on gagnerait à mettre en place des objectifs, regarder les objectifs atteints, les résultats, plutôt que la montre, plutôt que le temps passé, et on serait tous gagnants. Le salarié serait beaucoup plus épanoui et performant, et le manager aussi, et l'entreprise y gagnerait.
Merci Patricia, je suis sûr qu'on va avoir des témoignages des membres de notre club qui travaillent en particulier dans les grands groupes et qui peuvent peut-être nous parler de ce management par objectif. Est-ce qu'ils l'ont mis en œuvre depuis longtemps ou pas? Est-ce que même s'il est mis en œuvre, est-ce il permet de mettre en place du télétravail? Merci beaucoup Patricia de cet échange. Reste avec nous parce qu'on va recevoir notre prochain invité. Merci à toi. Merci. Jean-Charles Samuelian. Jean-Charles, est-ce que tu peux nous rejoindre sur scène? Voilà, Jean-Charles arrive. Bonsoir Jean-Charles. Alors, est-ce qu'on présente encore Jean-Charles? Jean-Charles est le cofondateur et CEO d'Alan. Alan, c'est la première assurance santé digitale en France. Et c'est aussi la première qui a été agréée depuis 1986. Il n'y a pas eu depuis d'assurance santé agréée. Alors, le mode de travail chez Alan est révolutionnaire et Jean-Charles va nous expliquer pourquoi. Il s'avère aussi que Jean-Charles est l'auteur d'un livre qui est sorti aujourd'hui même en librairie et en ligne. Il est aussi disponible en Kindle à un prix imbattable, je crois qu'il est à 1 €, Healthy Business. Jean-Charles, merci, je sais que tu es très pris, merci d'être avec nous ce soir. Je pense qu'on va aller dans le vif du sujet parce que ta start-up cartonne et elle a une hyper-croissance phénoménale et ce malgré le confinement et la situation actuelle. Comment est-ce que vous faites? Quelle est votre organisation chez Alan? Est-ce que tu peux nous la décrire? Bonsoir Michel et bonsoir à tous. Merci pour cette intro. En effet, nous en tant qu'entreprise de santé et qui essaye d'accompagner ses membres dans les petits et grands moments de santé de leur vie, une crise comme le Covid, en fait, on avait une obligation d'être 100% opérationnel. C'était même pas un choix, il fallait que ce soit le cas. On a fait quelque chose qui nous a permis d'un peu anticiper, on s'est mis en 100% remote tout le monde avant que le confinement arrive, donc ce qui nous a permis de bien gérer. Et pour nous, c'était pas vraiment une surprise parce que la boîte est basée sur le travail asynchrone, sur l'écrit, et ça depuis des années. Donc on a toujours eu des salariés en full remote, on a toujours eu la plupart des salariés qui passaient du temps à distance, et du coup, ça revient en effet à se poser la question de qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait à distance. Ce qu'on a réussi à faire pendant la crise de Covid, on a réussi à lancer un produit en 4 jours d'autodiagnostic, de contenu, d'accompagnement du stress. On a réussi à accompagner les entreprises à différer leurs paiements. On a réussi à envoyer plus de 50 000 masques au milieu du confinement aux salariés qui étaient couverts par Alan. On a aussi levé 40 millions d'euros pendant le Covid. Donc, on a fait beaucoup de choses en parallèle. Et ça, on l'a fait parce qu'on a une culture de l'écrit, de l'asynchrone, de la responsabilité distribuée aussi, qui est très importante, je pense, c'est-à-dire que chez Alan, on communique beaucoup, on est radicalement transparent, et j'en parle dans le livre, mais cette transparence radicale, elle est là pour donner du contexte aux salariés, à l'équipe, pour qu'ils puissent prendre les meilleures décisions sans management. Et on a un peu cassé aussi le management, et je pense que c'est très important si on veut faire du télétravail et du nomadisme qui réussit, c'est comment on découpe le rôle de manager en de la gestion de projet ou en du coaching, qu'il soit technique ou de croissance personnelle. On parlait tout à l'heure d'appartenance, c'est un sujet qui est hyper important. Est-ce que tu peux rentrer un tout petit peu plus dans les détails? Moi, je suis très curieux de connaître les outils, les méthodes, les processus que vous utilisez. N'hésite pas à être précis, à donner des noms d'outils, à donner des marques de méthodes ou des noms de méthodes. Très curieux de savoir ce que vous utilisez en interne pour vous organiser. Ouais. C'est une question en effet qui peut être très profonde. Je vais donner des détails. J'espère que je n'utiliserai pas des termes trop cabalistiques, mais je pense qu'il y a l'organisation de la boîte et après il y a aussi les outils d'organisation personnelle pour que chacun des salariés de la boîte puisse fonctionner. Je vais essayer de parler des deux. Je pense que dans une boîte il y a 4 types de discussions. Il y a des discussions qui sont des discussions très court terme à faible impact et pour ça et qui sont quasiment en synchrone, mais pour ça on utilise Slack, qui est un outil de chat qui a remplacé l'email chez nous et qui permet
de résoudre des petits problèmes, d'anticiper, de faire des annonces. Ça, c'est hyper utile pour ça. Donc, ça va être, on a fait ça, j'ai une petite question là-dessus, etc. Un autre outil qu'on utilise, nous, qui s'appelle GitHub, qui est normalement utilisé pour le code. Et nous, on l'utilise pas que pour le code, on l'utilise aussi comme un forum interne. Et un forum interne, pourquoi? Parce qu'on pense que les décisions les plus importantes, si on les prend à l'écrit ou en asynchrone, ces décisions les plus importantes, ben, il faut qu'on puisse les tracer. Donc, comment ça marche GitHub chez nous? Ça va être, quelqu'un va ouvrir ce qu'on appelle une issue, qui est un post sur le forum, et cette issue va avoir ce qu'on appelle un scope. Donc, qu'est-ce qu'on essaie de résoudre? Du contexte, quels sont les documents importants, les informations, et une proposition de suggestion d'arriver à la réponse au problème. Et après, on va taguer des personnes, comme vous pourriez les taguer sur Twitter ou Instagram, mais des personnes de l'équipe, et mettre une timeline pour que les gens répondent. Et en fait, ce qui est assez magnifique avec ça, c'est que, c'est transparent, tout le monde a accès à tout. On a aussi accès aux 6000, il y a plus de 6000 décisions maintenant qui ont été prises dans le passé. Donc, on a cet historique. Et ça, c'est hyper utile quand on onboard des gens ou quand on remet en question une décision qu'on a prise dans le passé. C'est aussi, ça permet de travailler d'où on veut, d'avoir le contrôle sur son temps, parce que tout le monde a accès à tout. C'est aussi... Pour te poser une question, pour être un tout peu plus précis, l'usage de GitHub, qui est quand même un outil extrêmement technique, parce que au départ, c'est fait pour gérer du code et donc par des développeurs. Aujourd'hui, les profils qui travaillent chez Alan sont majoritairement des profils techniques ou tout le monde chez Alan utilise GitHub? Ah ouais, non, on a 50% de l'équipe, 50 à 60% de l'équipe qui est technique, mais le reste, que ce soit les commerciaux, l'équipe de service client, l'équipe assurance, donc des gens qui ont fait 25 ans chez AXA ou chez Mercer, tout le monde utilise GitHub et on a une formation et en fait, c'est hyper simple quand c'est démystifié. Et il y a plein d'autres outils qui existent, mais pour nous, c'est juste l'endroit où on a créé un forum et parce qu'il y a plein d'outils pour lier une issue à un autre et tout, mais ça s'applique vraiment à tout le monde. Il faut juste le démystifier. Je t'ai interrompu, excuse-moi, sur GitHub. Non. Quels autres outils vous utilisez et quelle méthodologie vous utilisez? On utilise aussi un dernier point sur GitHub qui est important, je pense, c'est la notion d'horizon de temps. Et on fixe à chaque fois une timeline et pour prendre les décisions. Et en fait, cette timeline, et on a un petit bot, un petit robot qui, si la décision n'est pas prise dans les temps, va dire à tout le monde, attendez, on est en retard, etc. Ce qui permet de maintenir une vélocité hyper rapide dans la boîte pour prendre des décisions. On utilise Trello, qui est un outil de gestion de projet. Donc là, c'est des sortes de tableaux avec des listes et des cartes sur lesquelles on peut commenter, qui est hyper utile pour gérer des priorités, etc. Et enfin, la dernière étape du savoir, pour nous, c'est comment on consolide le savoir. Quelle est la Bible d'Alan? Quelles sont toutes les informations, le Wikipédia interne? Et pour ça, on utilise Notion, qui est un outil de connaissance et de partage, où on a vraiment une Bible interne sur notre mission, notre vision. Chaque semaine, les équipes produits disent ce qu'elles ont sorti, etc. Et tout est documenté, tout est accessible. Et du coup, pour l'onboarding des salariés, c'est incroyable. Et c'est là où tout le monde va tout chercher. Ça, c'est très, très puissant. On utilise Notion. N-O-T-I-O-N. N-O-T-I-O-N. Pardon, tu disais, tu utilises quoi d'autre, outils? Et après, on utilise des outils comme Google Doc, mais aussi des outils comme Todoist pour gérer les to-do, comme Loom pour faire des vidéos sur lesquelles on commente, L-O-N, sur lesquelles on commente pour donner du feedback sur des documents, ce qui permet de travailler en asynchrone tout en faisant du feedback vidéo qualitatif. Ça, c'est hyper puissant. En termes de méthodologie, en plus de ça, ce qu'on demande, on a créé un outil qui s'appelle les HPFO, qui est Highlight, Progress, Fire and Objectives, qui, chaque semaine, on demande à chacun des salariés, et c'est le mardi soir, parce qu'on voulait pas le faire le vendredi soir, parce que le vendredi, ça fait que les gens vont, ou le dimanche soir, ou le lundi matin, ça fait que les gens vont travailler sur le week-end, ils mettent la pression sur le week-end. Donc, on fait des semaines qui commencent le mercredi matin et qui finissent le mardi soir. Et chacun des salariés, tous les mardis après-midi, va partager son highlight de la semaine précédente, le truc le plus important que la personne a fait. Là où la personne a des problèmes, ça c'est les fires, où elle a besoin d'aide, etc. Les progrès, donc là c'est la liste de tous les progrès, et elle peut poser des questions aux gens avec qui elle bosse, et ses objectifs de la semaine suivante. Et donc chaque semaine, tout le monde se pose la question de quels sont mes objectifs, est-ce que j'ai atteint mes objectifs de la semaine passée?
Patricia parlait de ça. On mesure pas du tout le temps chez Alan qui est passé. Ce qu'on mesure, c'est est-ce que les gens ont des objectifs ambitieux et est-ce que les gens les atteignent. Et ça, on le fait à l'échelle de la semaine. Et après, les pairs des personnes ou le coach de la personne peut aider, challenger et aider à faire grandir. Ces objectifs, d'ailleurs, sont basés sur ce qu'on appelle des OKR, qui est un autre outil qu'on utilise, qui est Objective and Key Results. Les OKR, c'est plutôt fixé à l'échelle du trimestre ou de 6 mois ou de l'année. Et là, c'est quels sont les objectifs ambitieux qu'on s'est fixés sur le moyen terme. Et en fait, chaque semaine, on essaye de s'aligner sur ces objectifs ambitieux. Il y a des objectifs ambitieux au niveau de la boîte, des objectifs ambitieux au niveau des équipes et des objectifs ambitieux et mesurables au niveau individuel. Donc ça, c'est très, très important. Et c'est vraiment une de méthodes de travail de priorisation, parce qu'on demande aux gens vraiment d'être très ambitieux et de fixer des objectifs ambitieux, mais très peu. Et en fait, ça force à dire aussi ce qu'on ne va pas faire chaque semaine. Et ça, je pense que c'est très important. Un autre de nos rituels qui est vraiment important dans une culture de l'asynchrone et pour fonctionner, c'est le rituel du feedback. Donc du feedback direct en permanence et avec candeur. Je conseille un livre là-dessus qui s'appelle Radical Candor de Kim Scott, qui est assez génial sur comment donner du feedback. Et donc c'est en continu, mais aussi il y a des one-on-one toutes les 2 semaines avec son coach. Donc chacun chez Alan a un coach qui est interne à la boîte, et on parle de progrès personnel, de développement, de boucle de feedback, etc. Et après tous les 6 mois, on a une review qui est faite par les pairs, en fait. Donc c'est le coach et aussi les gens avec qui on a travaillé et moi-même qui vais me faire une self-review et qui va recevoir une review des autres pour savoir comment je progresse, est-ce que j'ai atteint mes objectifs, sur quoi je dois me développer sur le prochain cycle. Tout ça, ça fonctionne et ça fonctionne bien et ça nous permet d'avoir un principe qui est très important et c'est une autre méthode qu'on appelle nous de la responsabilité distribuée et j'en parlais un peu en introduction. Ce qu'on essaye de faire, et j'en parle pas mal dans le livre, c'est de faire que chacun dans la boîte soit des despotes éclairés. Qu'est-ce que ça veut dire un despote éclairé? Ça veut dire qu'on ne prend pas des décisions de manière démocratique ou par consensus. On déteste le consensus, nous. Sur chaque décision, on veut un responsable clair. Et ce responsable clair, son job, c'est de prendre la décision qui peut être la plus risquée, mais qui maximise la valeur qu'on peut créer pour nos membres. Et du coup, son rôle et le rôle des autres, c'est de contribuer à aider à apporter de la data, à apporter de l'information, à apporter des idées qui vont aider à prendre la meilleure décision possible. Mais la personne n'est pas là pour faire plaisir aux autres, elle est là pour essayer de maximiser l'implication. Et du coup, ce qui est important, c'est de créer une culture du risque aussi, où on reward très bien les gens qui échouent s'ils ont pris des risques ambitieux et qu'ils apprennent de ces échecs. Là-dessus, et tu me dis quand tu me coupes, parce qu'on a vraiment beaucoup de choses, mais je prends toutes les informations, c'est passionnant, hein, les méthodes et les outils. J'ai juste une remarque par rapport à ça. On est bien d'accord que sans ces outils, sans ces méthodologies, vous n'auriez pas pu travailler massivement en remote, parce que tu le dis dans ton livre, tu as cette formule. Notre bureau, c'est l'Europe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes une entreprise distribuée, vous êtes massivement en télétravail. Comment vous êtes organisé, Alan? Ouais, on a une volonté de dire qu'on a des typologies de salariés différents et il y en a qui veulent travailler, qui n'ont pas besoin d'aller au bureau et qui sont 100% remote. Il y en a qui adorent aller au bureau et qui sont 80% remote, qui sont 20% remote ou 10% remote. Et du coup, quand on a ça, on se donne la flexibilité de travailler d'où on veut. Et on a des salariés qui sont à Reims, à Rouen, à Bordeaux, en Espagne, en Belgique, à Nantes. D'ailleurs, à Nantes, ils étaient tellement qu'ils ont créé un petit bureau là-bas. Et en fait, on s'en fout. Ce qu'on donne, c'est la flexibilité aux gens de travailler d'où ils veulent, parce qu'on a des outils qui sont nécessaires et adaptés à travailler d'où ils veulent. Et c'est les outils un peu que je mentionnais. Et les deux sont très, très intimement liés. C'est impossible de différencier les deux. Si on veut être remote et donner cette possibilité, tout en ayant un bureau, et nous, on n'est pas 100% distribué comme d'autres boîtes, mais on pourrait l'être, mais c'est juste que trop de salariés veulent un bureau, il faut que la première habitude, ce soit de traiter les problèmes à l'écrit. Sinon, tu crées 2 classes de citoyens. Les citoyens qui sont au bureau et qui ont accès aux informations, et les citoyens qui sont hors du bureau et qui n'ont pas accès. Et là, ça marche pas. Un bon outil aussi, c'est de faire que toute la leadership team soit remote très souvent. Moi, j'ai par exemple travaillé 2 mois en remote cet été et ça marche très bien. Et ça, c'est aussi exemplifier les choses.
pour revenir sur un dernier point sur les méthodologies, je pense qu'il est hyper important. Pour revenir sur la méthodologie, je voulais quand même traiter d'un sujet que tu as très rapidement évoqué. Je crois que Guy Philippe, à nouveau, avait une question sur ce sujet-là, qui est le sujet je crois que c'est le sentiment d'appartenance, ou en tout cas cette capacité qu'on a de... Guy Philippe, tu avais une question sur ce sujet. Absolument passionnant. J'ai pris plein de notes, j'imagine, comme Michel pour sa propre organisation. Donc, c'est pour rebondir sur ce que disait Patricia, qui parlait du risque, l'un des risques majeurs du remote, qui était la dilution du sentiment d'appartenance. Est-ce que toi, dans l'expérience que vous avez eue du Covid, vous avez senti ça? Et est-ce que c'est aussi quelque chose, d'ailleurs, que vous mesurez, ce sentiment d'appartenance? Je sais pas si c'est via des mesures d'engagement, des choses comme ça. Voilà, ça c'était une grande question. Et puis la deuxième question qui m'est venue en t'écoutant, c'est la méthodologie est formidable. Pourquoi tu n'es finalement pas passé immédiatement à une entreprise totalement en remote, comme on le voit par exemple en Estonie avec une boîte comme Toggle, ou aux États-Unis comme Automatic? Et est-ce que d'ailleurs ta réflexion a un petit peu changé depuis l'expérience du Covid là-dessus? Super, merci beaucoup Guy Philippe. Sur la dilution du sentiment d'appartenance, je ne sais pas si on a toutes les réponses, mais dans les chiffres, on a onboardé quasiment 70 salariés pendant le Covid complètement en remote. Et en fait, on a fait tout un programme où, quand quelqu'un arrive chez Alan, ils ont deux personnes déjà ils ont trois personnes qui s'occupent d'eux, qui sont leur coach, qui va être sur la période longue. Et pendant 3 mois, ils ont ce qu'on appelle un role buddy et un cultural buddy. Et le role buddy est là pour les aider de manière quotidienne à comprendre leur rôle, et le cultural buddy de manière quotidienne à comprendre la culture. Et en fait, le sentiment d'appartenance, pour nous, il vient de quelques trucs. C'est est-ce que je prends la mission de la boîte? Est-ce que la mission de la boîte est alignée avec ce que je fais? Et pour nous, on a l'impression que ça marche fort. Le deuxième truc, c'est est-ce que je suis en train de bosser sur des choses qui sont meaningful et qui ont un impact sur la boîte et sur les gens avec qui je bosse? Et en fait, quand on fait des choses qui ont du sens et qu'on bosse avec des projets de manière collaborative avec d'autres personnes et que on est rewardé de ça, ça marche très bien. Le troisième truc qu'on fait, c'est on pousse beaucoup au pair programming et pas seulement sur le code, hein, mais est-ce qu'on développe un truc à deux? Est-ce qu'on fait une session de call à deux en tant que sale? Est-ce qu'on fait des interviews à deux? Et en fait, ça crée aussi du sentiment d'appartenance. Après, on est très structuré, mais par exemple, les équipes ont des chats qui sont des vidéocalls ou des zooms non structurés toutes les semaines ou 2 fois par semaine ou des stand-up tous les jours pour bosser avec leur équipe, partager de manière humaine. Mais après, je pense que pour que le fully remote marche, et pour en venir à ta deuxième question, je connais assez bien Matt, le CEO d'Automatic. Il faut organiser des événements, il faut organiser des moments où les gens se connectent. Mais ça n'a pas besoin d'être tous les jours ou toutes les semaines. Il suffit d'arriver à trouver des moments où ça se fait. Pour finir sur ta première question, on utilise un outil qui s'appelle Office Vibe, qui nous permet chaque semaine de poser des questions aux salariés, dont sur l'appartenance, dont sur l'ambassadorship, donc sur le well-being. Et on utilise beaucoup cette data et les feedbacks qu'on a pour s'améliorer et itérer. Sur pourquoi on l'a pas fait en remote dès le début, c'est une bonne question. Je pense que au début, on était une vraie startup garage à la française, donc on était plutôt dans un loft qu'on louait, mon cofondateur et moi, où on vivait et où les bureaux étaient. Donc on a passé les 12 premiers mois les uns sur les autres à dormir et vivre à 8 ou 10 ensemble et pour lancer la boîte, avoir le premier agrément d'assurance. Et c'est vrai que cette dynamique était hyper positive et c'est créé comme ça. On a aussi tendance à recruter par réseau. Alors, on a fait venir pas mal d'ingénieurs de la Silicon Valley, mais je pense que c'est juste que ça s'est fait comme ça. Au départ, on avait envie d'être ensemble. Mon cofondateur et moi, on a décidé d'être coloc. Il est rentré de San Francisco pour créer la boîte avec moi. Et du coup, ça s'est fait comme ça. Et même, en fait, on avait un peu peur du remote au départ. En fait, le fully remote, on l'a fait de manière progressive. Au début, c'était quelques jours par semaine. Et après, on a juste pousser les frontières au fur et à mesure. Donc, c'est pas le Covid qui l'a changé pour nous, mais en revanche, c'est 4 ans de travail
itération avec notre méthodologie, parce que le no meeting, à dire, on n'a pas les savoir pour le faire. Jean-Charles, j'ai une dernière question, très rapide, d'autant que je crois que notre connexion est en train de se dégrader. Mais très rapidement, est-ce que ce que vous prenez et ce que vous mettez en place chez Alan est compatible avec le droit du travail français? Sachant que la question du temps de travail, la question du remote sont des questions clés, particulièrement pour les grandes entreprises. Ouais. Alors, le télétravail a un cadre dans la loi, hein, et il y a eu travail, il faut juste prendre en charge les coûts liés au télétravail, il faut couvrir son salarié en cas d'accident du travail. Il y a maintenant des accords d'entreprise qui nous permettent de donner un peu plus de flexibilité. Il faut prévenir l'isolement du travailleur. Donc, ça, on le fait. Après, en effet, on est toujours sur la corde raide en ne comptant pas vraiment les heures, en ne comptant pas les vacances, juste en poussant les salariés à les prendre, mais en leur disant vous faites comme vous voulez et quand vous voulez. Donc oui, on joue un peu avec le droit du travail, mais comme on est plus positif que le droit du travail et plus en avance, on pense que c'est un risque très très mesuré et voilà. Et peut-être qu'un jour il y a quelque chose qui va nous tomber dessus. Mais tu vois, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, si tu prenais des risques, enfin, si tu prenais jamais de risques, ou si tu mettais un process pour corriger tous les risques que tu prends, tu ne ferais rien. Et je pense que c'est ça aussi le rôle de toutes les organisations, c'est se dire, est-ce que la valeur que je génère est largement supérieure au risque que je prends? Et je pense que le risque, en tout cas nous dans le contexte et dans nos analyses, est en fait relativement très faible. Merci, Charles, merci pour ce témoignage. Merci. Reste avec nous. On va recevoir notre dernier invité de ce soir. Il est temps de retrouver Michael Dandrieux. Michael, si tu m'entends, voilà, tu arrives, tu toques à la porte. Bonsoir, Michael. Alors, Michael est sociologue. Michael est sociologue. Michael est le cofondateur d'une société, d'une entreprise, d'un cabinet de conseil qui s'appelle Eranos. Il est aussi prof à Sciences Po. Alors, il a écrit un bouquin que j'affiche ici, qui a été publié en 2016, que je vous conseille, qui s'appelle Le rêve et la métaphore. Mais je sais aussi qu'il prépare un nouveau livre. Il va peut-être nous en dire un peu plus. Alors, Michael, c'est le point de vue du sociologue qu'on va interroger à présent. Est-ce que le sociologue que tu es peut nous rappeler ce que le nomadisme dans la formule nomadisme numérique lui évoque aujourd'hui, à l'heure où on vit cette expérience toute particulière pendant le Covid? Écoute, c'est moi le sociologue et le patron d'entreprise qui va te répondre, en particulier parce que je suis flatté de me rendre compte que j'ai le même tech stack qu'Alan à la maison. Et que ce que je peux te donner, comme dans tout le travail de la sociologie, repose avant tout sur une pragmatique, donc une observation de la vie dans son maillage le plus fin, dont on extrait des théories. Donc ce qui me fait plaisir de partager ce soir, c'est une théorie du nomadisme qui se repose sur une pragmatique extrêmement concrète. Ta question sur le nomadisme m'amène à rappeler une chose qui est importante à mon sens. Il y a, depuis le début de cette crise sanitaire qu'on traverse tous, un effet de loupe sur la question du télétravail. Cet effet de loupe est très fort et il nous amène tous à beaucoup en parler et à considérer que c'est une révolution incroyable, que il y a de grandes transformations qui sont en acte, en train de se produire et que par conséquent, le monde du travail va changer radicalement, etc. Et c'est tout à fait normal parce que quand il y a un effet fort avec un système de crise, on se met à parler énormément d'une chose comme si elle était nouvelle et récente. Quand on regarde un peu l'histoire qui a jalonné depuis les années 60, depuis l'après-guerre, les transformations du travail, même si on ne se concentre que sur la France, on voit que c'est en germination. C'est un vieux sujet, avec des moments un peu dramatiques. Pour les vieux, ceux qui ont vécu l'entrée d'ICQ dans les bureaux entre 97 et 98, on a vécu un moment dans lequel, pour la première fois,
on pouvait communiquer avec quelqu'un de l'extérieur de l'entreprise pendant le temps de l'entreprise. Donc, je le rappelle aussi pour les vieux, et si vous vous reconnaissez là-dedans, c'est donc que vous êtes vieux. Avant ICQ, vous ne communiquiez jamais avec quelqu'un de la vie civile pendant le temps de l'entreprise. Tout au mieux, votre femme ou votre copine vous passe un coup de téléphone à l'heure du déjeuner. D'ailleurs, vraiment tout au mieux pour un truc sur les enfants, machin important. Mais entre le SMS quand même. Le SMS quand même. Non, avant alors, rollback 95, avant le téléphone portable, avant les Nokia. Et donc, du coup, tu avais vraiment cette paroi extrêmement forte, tu vois. Donc, avant les premiers Nokia, dans l'entreprise, et ICQ, d'abord dans l'entreprise, puis ensuite en relation avec l'extérieur, et puis ensuite la généralisation du mail à partir de 1994, 95 pour les premiers arrivants, et puis 96, 97, 98, 99, et puis les réseaux sociaux font que il y a une perméabilité entre l'intérieur et l'extérieur de l'entreprise. Et cette information va nous servir pour comprendre le nomadisme. Mais ça a été une révolution tout aussi importante que l'ont été celles, par exemple, dont on parle aujourd'hui du télétravail. Pourquoi je dis ça? La question du nomadisme, dans le fond, c'est celle de se dire une personne ne devrait pas être ancrée de quelque manière que ce soit à l'endroit dans lequel on lui demande d'exercer une activité. Cette prédiction que cette chose allait arriver, elle a été faite en 1961 par Arthur Clarke. Normalement, vous devriez connaître Arthur Clarke. Il a écrit un petit livre qui a été adapté dans un petit film par un réalisateur pas très connu, qui s'appelle 2001, l'Odyssée de l'espace. Et le mec s'appelle Stanley Kubrick. Et Arthur Clarke, qui était un futurologue et aussi un plongeur sous-marin, disait arrivera un jour, et lui disait dans 50 ans. Donc ça voulait dire c'est en 61, donc 2010 grosso modo. Il disait arrivera un jour dans lequel l'exécution d'une compétence ne sera plus nécessairement ancrée dans l'espace physique dans lequel elle sera cantonnée. Et effectivement, on a eu en 2008, un petit peu avant qu'il le disait, les premières opérations entre New York et Strasbourg, dans lesquelles les chirurgiens opéraient à cœur ouvert avec des machines. Donc, il était exactement dans cette ambiguïté-là et cette compréhension du futur-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le télétravail, c'est pas un sujet nouveau, c'est en fait un vieux sujet, mais que le droit du travail, qui est un droit napoléonien, a mis énormément de temps à reconnaître. Même si tous les cadres ont été posés dans les années 2000, aujourd'hui, comme le disait Patricia, il a fallu beaucoup de temps aux entreprises pour adapter culturellement leurs pratiques et leur transformation. Donc, ce nomadisme, qui est un nomadisme professionnel, est en fait l'écho d'un nomadisme beaucoup plus profond qui a été recherché dès l'après-guerre et qu'on peut considérer comme étant un nomadisme identitaire. Il a été par ailleurs très très bien théorisé. Qu'est-ce que je veux dire par un nomadisme identitaire ? Toute l'époque qui précède la Deuxième Guerre mondiale a eu pour travail de vous assigner à résidence. Le but de cette époque, qu'on peut appeler la modernité si on veut, était de pouvoir vous compartimentaliser en créant des petites découpes à l'intérieur de votre personnalité pour savoir qui vous êtes, où vous êtes, quel genre vous êtes, quel sexe vous êtes, votre profil socio-démographique, vos possibilités d'évolution dans la société. On appelle ça l'atomisation sociale. Donc on va créer de vous un individu. L'individu, c'est quelque chose qu'on ne peut plus diviser. Il est donc assigné à un endroit et dans une place à des fins de contrôle qui sont des contrôles biopolitiques. Donc le pouvoir va s'arroger jusqu'à votre corps pour pouvoir savoir exactement où vous êtes. Et le débat aujourd'hui de ces mêmes acabits tourne autour de la question de savoir pourquoi on met votre sexe sur votre carte d'identité. Et la réponse, la Hollande a arrêté de le faire il y a quelques mois. La réponse est pour pouvoir exercer un contrôle sur la population, un contrôle de un census. Et donc ça veut dire que vous avez une envie de nomadisme, donc un déplacement dans votre propre personnalité. Je veux être le papa cool, mais en même temps le copain qui va tromper sa copine sur Gliden, donc en même temps celui qui aime machin, et en même temps le jeune qui sort, et en même temps qui fait, etc. Donc une mobilité identitaire que la société va, par tradition chez nous de modernité, vouloir resserrer. Donc cette tension entre le sédentarisme et le nomadisme est une vieille tension qui rencontre la construction de toutes nos institutions. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que je suis toujours un peu dubitatif lorsque j'entends des célébrations très fortes du télétravail. Vous savez, je crois que c'est en 2004, Jason Fried, qui est le type qui a monté Basecamp. Basecamp, si vous vous souvenez bien, c'est l'un des premiers réseaux sociaux d'entreprises américains. Et c'est un truc de la côte Est. Et quand Jason Fried donne son TEDx, qui a été enregistré une centaine de fois, il raconte cette anecdote. Il dit, quand vous montez une boîte, la première question que vous vous posez, c'est de savoir où est-ce que vous allez mettre vos bureaux. Et lui pose la question aux gens, il dit, alors, et toi, où est-ce que tu vas lorsque tu travailles bien, pour faire du bon travail?
Les gens lui répondent tôt le matin, tard le soir, j'ai une petite chambre à la maison, un patio, dans l'avion, dans le train, dans les commutes, dans la voiture ou dans la gare, dans l'aéroport. Mais personne ne le dit jamais au travail. Ça veut dire qu'il y a cette inertie culturelle qui fait que les entreprises vont construire un bureau sans penser au fait qu'il faut ne pas avoir construit un bureau. GitHub étant à ce regard une entreprise très en avance sur les autres. Néanmoins, cette tension qui vient de la modernité entre le sédentarisme et le nomadisme est toujours très forte. Et aujourd'hui, malheureusement, on tombe dans un piège exactement symétrique à celui de on va construire une entreprise avec des briques, des chaises, je vais vous donner un bureau, un ordinateur et vous allez vous asseoir là et produire, et qui est celui de on va arracher l'entreprise, on va la déraciner, où que vous soyez, vous pouvez travailler, ça sera parfait, ce sera du remote. Mais Michael, si je te suis bien, à un moment donné, ce qu'on fait aujourd'hui, du fait du confinement et du fait de la distanciation sociale, c'est pas du nomadisme en réalité, c'est de l'hypersédentarité. On n'est pas en train de se déplacer, on est en train, au contraire, de s'enraciner profondément et on lâche les derniers moments de déplacement du quotidien pendulaire pour aller au bureau et retourner à la maison pour devenir hyper sédentaire. Donc, on ne fait pas du nomadisme numérique, on fait du sédentarisme. Sauf qu'il est présenté sous la forme d'un dogme ou d'une idéologie qui est celle du nomadisme et du sédentarisme, puisque les avantages du télétravail, c'est que vous êtes maître de votre temps, vous pouvez aller où vous voulez, travailler où vous voulez, gérer votre temps comme vous le souhaitez, vous pouvez travailler de votre chambre ou de votre lit, vous habiller comme vous le souhaitez, vous pouvez communiquer avec qui vous voulez, vous pouvez, etc., etc. Donc en fait, exactement comme tu le dis, il y a, contrairement à ce qu'on l'imagine, non pas une transformation de l'imaginaire, mais une continuité discrète de cet imaginaire de la sédentarisation, présentée au contraire sous le dogme, donc avec une espèce de piège ou d'astuce, mais on est piégé dans notre culture, il n'y a pas de méchant là-dedans, c'est nous qui ne nous rendons pas compte de la manière par laquelle on construit les structures dans lesquelles les gens vivent, qui est celui du sédentarisme. Je peux vous donner des exemples extrêmement concrets de ce que je vous dis, parce que je veux pas que ça passe pour de la théorie, c'est pas la question d'en faire ici. Il se trouve que chez Eranos, notre mission depuis 15 ans, c'est de réconcilier l'entreprise et la société. Donc notre travail, c'est d'amener par les méthodes des humanités, donc anthropologie, sociologie, philosophie, ethnologie, à l'intérieur des entreprises, en particulier chez les décideurs, une vue globale de leurs pratiques pour qu'ils puissent, de manière bien informée, prendre des décisions, notamment de management, de RH, mais aussi de produits, de packs, etc., etc. On a 16 clients qui font partie du CAC 40, donc on travaille plutôt avec des grosses boîtes. Et on a travaillé avec une entreprise que je peux pas citer, mais qui est une grosse entreprise avec un empiètement assez large en France. Ils sont 11 000 collaborateurs. Dont la question était comment célébrer le retour d'un certain nombre de nos collaborateurs après la crise du Covid. La première réponse qu'on leur a donnée, c'est est-ce que vous avez des collaborateurs au Brésil? Et on a répondu oui. On leur a dit donc ne dites pas après la crise du Covid. Parce qu'au Brésil, les gens sont encore dans la crise du Covid. Comme si par ailleurs, nous, on était sortis de la crise du Covid. Je vous parle, on est chez la boîte, j'ai mon petit masque à côté, donc vous savez qu'on n'est pas sorti. Donc, premièrement, il y avait une réalisation à faire. Et ensuite, on a mené un travail d'enquête qualitatif auprès des responsables de ressources humaines et des directeurs des ressources humaines et de l'ensemble de la population présente sur site et remote pour savoir, dans le fond, comment ça va. Alors, la question de fond, c'était ça. Comment ça va? Toutes les structures avaient été mises en place pour recueillir le sentiment par la conversation, etc. Donc, on recueille ce sentiment. Je vous donne 2 grands enseignements parce qu'ils sont très intéressants. Les équipes qui se connaissaient déjà étaient en capacité de continuer à produire les missions qui étaient lancées et de les mener à bien. Par le biais, effectivement, de la culture écrite, par le biais d'un travail de responsabilisation généralisé, par le biais d'un outillage, effectivement, les DSI, comme le dit Patricia, enfin un très gros travail d'accélération de la transition digitale, donc avec les outils de télécommunication que vous connaissez tous, Zoom, Meetup, Meet, Hangout, etc., Skype et compagnie. Mais par contre, il y a un certain nombre d'équipes qui n'ont pas réussi à travailler. Ils n'ont pas réussi de 2 manières. La première parce que leur productivité a baissé et la deuxième parce qu'ils étaient remarquablement tristes et malheureux de leur travail. Et ces équipes-là sont les gens qui n'avaient pas eu le temps de construire un ensemble rituel de travail avec leurs équipes. Donc des gens qui venaient d'être embarqués ou des gens qui avaient été mis sur une mission ou étaient mis sur des missions pendant le confinement et ils nous disaient je trouve pas ma place, on n'a pas le rythme, on n'arrive pas à rentrer dans le sujet, je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais je le fais quand même, etc. Donc, on a vu une vraie différence entre le télétravail permettant une continuité qui avait été commencée par ailleurs, donc antécédente au 16 mars, et le télétravail comme il permettait aux équipes, au contraire, de commencer de nouveaux projets. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Ça veut dire que, comme tu le disais Michel tout à l'heure, la manière par laquelle, pour beaucoup, nous mettons en place les structures du télétravail, c'est une inertie de la culture de la sédentarité. Nous allons assigner, même avec la confiance, toute la confiance du monde, nous allons assigner les gens chez eux, moins de coûts et de frais de structure pour l'entreprise. Les gens sont responsables de tout, donc en fait on est moins responsable d'eux. Et le problème, c'est la pénétration remarquablement nocive du travail à l'intérieur de la sphère publique, ce que disait Patricia aussi tout à l'heure. Donc des gens qui continuent à bosser le matin, le soir. Tout le monde a bossé plus pendant qu'on était en télétravail, ou en tout cas on a eu l'impression de bosser plus. Les conditions par lesquelles la connexion entre les collaborateurs se fait ne sont que des connexions digitales, de sorte que aucune autre manière de rentrer en contact avec les personnes ne peut se produire. On perd tous les innuendos, tout le sous-entendu, toute la capacité relationnelle soft et tout ce qui fait dans le fond, ce qui est l'espèce humaine, c'est-à-dire la constitution d'une culture symbolique. De sorte que des projets qui avaient tout pour pouvoir réussir parce qu'ils étaient structurés de manière extrêmement rationnelle sur un ensemble de process qui donc devaient avancer, se mettaient à capoter. Donc les managers nous demandent pourquoi un projet qui fonctionnait exactement comme avant sur un ensemble de process capote. Notre réponse, c'est parce que la raison pour laquelle nous travaillons n'est pas pour appliquer un ensemble de process qui pourrait fonctionner si on était loin. En fait, le travail est une forme de l'être ensemble. Et si on va amaigrir cette forme de l'être ensemble en ne conservant que la dimension de livraison, je vais push, commit sur GitHub un certain nombre de lignes qui vont permettre à d'autres personnes de rentrer dedans pour pouvoir continuer à travailler, etc. On a un travail affaibli qui ressemble à une idéologie qui date de 1933 et qui est l'idéologie fonctionnaliste du Corbusier, qui a produit des villes dans lesquelles on pouvait se loger, mais dans lesquelles on ne pouvait pas habiter, donc des lieux dans lesquels on va mourir. Mais c'est une vision qui est très liée à la vie qu'on a aujourd'hui à cause de la distanciation sociale, parce que d'un autre côté, le fait d'avoir des outils qui vont nous permettre de plus en plus d'avoir ce sentiment d'être ensemble sans vraiment l'être physiquement. Et les technologies vont nous le permettre. La possibilité aussi d'être réellement nomade. On a beaucoup d'exemples ces derniers temps d'entreprises, particulièrement des startups, qui permettent à leurs collaborateurs de passer un mois dans un pays, dans une ville, dans un appartement Airbnb, un autre mois ailleurs, et puis d'avoir une vie comme ça qui est une vraie vie de nomade. Donc on pourrait y gagner. Est-ce que tu penses que cette nouvelle forme de travail et de vie, parce que c'est très lié, nous renvoie à notre origine nomade? Au début, dans mon introduction, je disais, mais en fait, c'est la révolution agricole, puis la révolution de la machine à vapeur, puis la révolution industrielle qui nous ont progressivement sédentarisés. Est-ce que, grâce au numérique et cette prise de conscience qu'on a eue, on peut revenir à ce que nous sommes à l'origine, c'est-à-dire nomades? Est-ce que tu penses que c'est possible? Oui, il existe une possibilité de contourner l'assignation à résidence qui a été le produit des 150-200 dernières années de structuration industrielle. C'est par ailleurs quelque chose qui a été recherché et exprimé de manière extrêmement claire depuis les années 60. Je vous renvoie à un document qui est très beau. C'est un film qui a été filmé en 1961 par Jean Rouch et Edgar Morin. En 1961, vous serez surpris de voir que Edgar Morin était déjà vieux. Donc c'est un document extraordinaire, le premier film sociologique, ça s'appelle Chronique d'un été, et c'est un film qui passe un peu de temps avec des ouvriers, entre autres avec des ouvriers de chez Renault. Il leur demande leur travail. Alors comment tu fais? Est-ce que tu aimes bien prendre le métropolitain le matin? Qu'est-ce que tu penses de ta tâche? Et vous trouverez des préoccupations qui sont remarquablement contemporaines. Et donc leur préoccupation était, comme les nôtres, celle de pouvoir s'arracher dans une certaine mesure tout en conservant des racines dans un endroit. Et donc toute la dynamique la plus importante à trouver maintenant, c'est de se déprendre de cette inertie de la culture qui va sédentariser même les modes de travail les plus nomades pour renouer, comme tu le disais, avec ce nomadisme consubstantiel. Nous sommes des gens qui évoluons et dans le temps et dans l'espace. Cette assignation à résidence, même de l'identité, ne peut durer qu'un temps. Donc il y a un énorme effort depuis la Deuxième Guerre mondiale pour faire ça, et il s'est, comme on pourrait dire, réalisé à l'intérieur de cette crise du coronavirus de manière technique. Mais le piège est de considérer que c'est la technique qui nous permet de le faire. En réalité, c'est une demande très forte qui passe par des centaines de plébiscites depuis les années 60 qui vient s'incarner à l'intérieur de la technique. Je te donne un exemple. Par la micro-informatique, entre les années 80 et les années 2000, on a permis de pouvoir rendre tout petits les devices qui nous permettent de communiquer les uns avec les autres, et donc
de nous déplacer beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. Et donc, on a dit, c'est génial, il y a une demande qui est une demande de nomadisme, et par conséquent, on a maintenant des téléphones portables, des ordinateurs portables, tu peux travailler n'importe où. La première chose qu'a produit sur nous le téléphone portable, ça n'est pas de nous permettre de rentrer dans des modes de nomadisme, mais de réancrer notre identité dans une assignation à résidence. Je te donne une idée. Quand tu es à ton travail et que ton téléphone sonne et que c'est ton enfant ou ta femme qui t'appelle, tu étais dans une identité qui était une identité professionnelle, que tu as construit sciemment ou inconsciemment avec une typologie de voix particulière, un registre de vocabulaire particulier, des vêtements. Au moment où ton enfant ou ta femme t'appelle, radicalement, tout de suite ta voix change. Tu dis oui, bonjour ma chérie, comment ça va? Et les gens qui sont autour de toi te voient en train de changer de personnalité. Ce qui vient de se passer, c'est que ton identité a été rattrapée dans une forme de sédentarité par le téléphone portable. On a donc embarqué dans des technos qui étaient censés nous rendre nomades, en réalité des idéologies, un dogme, qui est celle de l'identité. Donc, exactement pour te le dire, le fantasme du télétravail comme étant enfin la libération de tout le monde qui peut travailler n'importe où, et cache en fait une idéologie, mais l'idéologie c'est un mot fort, on va dire un imaginaire ou une culture de la sédentarité, et c'est de ça dont il faut se déprendre. Et je réponds à ta deuxième question, ça n'est certainement pas par la technique que tu vas modifier la culture. Merci, Michael. On se retrouve à présent entre membres du club dans l'espace privé qui va nous permettre de finir le programme, échanger autour d'un cocktail virtuel. Et puis, c'est le moment aussi de quitter le programme sur nos chaînes Facebook, Twitter, LinkedIn. Restez là, les membres du club. Je vous dis à tout de suite sur cet espace. Je viens de le partager sur le chat. Merci de nous avoir suivis en ligne sur Facebook, Twitter, LinkedIn. On vous dit à très bientôt. Merci encore.